L'équipe du dimanche, bien en place. Bonsoir, bienvenue. Le coup de sang du président de l'Assemblée nationale à Manga, le procès du Push, l'affaire Safiatou Zongo Lopez, l'affaire François Compaoré, la crise de l'éducation et puis les nouvelles du festival Rendez-vous à Touba. Gros menu ce soir, des invités pour aller au-delà de l'écorce. Le 7 Info, c'est parti. C'est le RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption qui le révèle. La corruption touche le secteur sensible de la santé et ça craint. Le diagnostic du RENLAC est sans appel. L'hôpital burkinabé est malade. Des agents de santé jusqu'au ministère, en passant par les cadres de l'administration sanitaire, aucun secteur du corps médical n'échappe au virus de la corruption. Les symptômes sont divers et manifestes. Raquettes, surfacturation de médicaments, détournement des médicaments subventionnés, détournement des malades des centres de santé publics vers les établissements privés, utilisation du matériel à des fins privées entre autres. Tous classés dans la catégorie de la petite corruption selon le RENLAC. Le mécanisme serait bien huilé avec parfois une complicité entre le personnel soignant et les services des caisses. Faire payer par les malades une somme d'argent nettement inférieure au coût réel de l'examen d'analyse médicale ou de l'acte opératoire. Cette somme, illicitement perçue, donc sans délivrance de reçu, est redistribuée entre les caissiers et les agents de santé complices. Donc c'est comme une sorte de fonds commun qu'ils établissent. Le fonds commun informel, mais il y a aussi ce qu'on appelle dans le jargon de la profession la chirurgie alimentaire. Il y a un agent de la chirurgie qui a été pris en flagrant délit de réception d'un transfert Orange Money de plus de 100 000 francs, devant servir à l'intervention chirurgicale d'un patient. Celui-ci se chargeant donc de verser quelque chose dans la caisse du serment. La corruption dans le secteur de la santé s'est faite aussi à une échelle plus élevée. La grande corruption, comme l'appelle le RENLAC, celle-là concerne les cadres supérieurs de l'administration sanitaire et le ministère de la Santé. Lignes budgétaires fictives dans les districts sanitaires, les cas de conflits d'intérêts et de conflits de compétences impliquant médecins, pharmaciens et délégués médicaux. Et puis, il y a la situation à la CAMEG et à la Sogemabe où plusieurs milliards de francs CFA seraient gérés dans l'opacité la plus totale. L'une des raisons fondamentales de cette corruption, selon le RENLAC, serait liée aux conditions de vie et de travail des professionnels de la santé. Parce que pour devenir médecin spécialisé, des fois vous étudiez pendant 15 ans. Si vous étudiez pendant 15 ans après le bac et vous venez qu'on vous sert 125 000 francs par mois, des fois vous êtes obligé d'utiliser votre intelligence pour aller quelque part. La situation générale semble alarmante, mais il faut peut-être relativiser. La santé ne vient qu'à la 13e place dans le classement des secteurs les plus corrompus au Burkina Faso. La note qui suscite les commentaires cette semaine, 4,91 sur 10. Le président du Faso n'a pas la moyenne après 3 ans d'exercice du pouvoir. Plus de 52% des Burkinabés ne croient pas en la capacité de Roch Marc Christian Kaboré à venir à bout de la corruption, justement. C'est un sondage de CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, qui le dit. Les yeux levés, le regard fixé sur ce tableau. Attentivement, ils écoutent l'exposé du statisticien Issoufou Nana. Un exposé basé essentiellement sur un sondage d'opinion sur les 3 années de gestion du président Roch Marc Christian Kaboré. À l'issue de ce sondage, la note moyenne de l'action globale du chef de l'État sur une échelle de 10 est estimée à 4,91. Une note en dessous de la moyenne, mais le secrétaire permanent du Plan national de développement économique et social a une appréciation différente. Il tente ici d'exposer les réalisations du président Kaboré. La réaction des participants après cette intervention est claire. Secrétaire permanent du PNDS. À l'écouter, j'ai le sentiment que lui et le gouvernement sont en total déphasage avec l'opinion burkinabé. Il donne l'impression que ce pouvoir a hérité d'un pays tranquille. Que dans le domaine de la sécurité, par exemple, si les Burkinabés demain matin entendent que nos FDS ont été proactifs
cela ferait plus d'impact que 100 km de goudron. Réalisé dans les 13 régions du Burkina Faso par le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, ce sondage d'opinion vise à faire le point des engagements pris par le président du Faso dans les 3 grands axes du périmètre. Et quand nous prenons par exemple le premier grand axe qui concerne la modernisation de l'administration, nous avons noté par exemple que plus de la moitié des citoyens, 52%, n'ont pas confiance à la capacité du chef de l'État à remporter la victoire par rapport à la lutte contre la corruption. Et quand nous prenons le deuxième grand axe qui concerne le développement du capital humain, et c'est notamment toutes les actions dans le cadre de la gratuité des soins, la normalisation des écoles, voilà, ce sont ces éléments d'appréciation qui reviennent où les citoyens nourrissent toujours de l'espoir. Mais nous avons aussi abordé un peu le point de vue des citoyens sur la manière dont certaines questions ont été gérées, notamment la menace terroriste, la lutte contre le chômage, la lutte contre la corruption. Et globalement, pour ces différentes questions, les citoyens ne sont pas satisfaits. Au total, 2045 personnes ont été touchées pour établir ce rapport d'opinion sur la gestion du pouvoir MPP. Débutée en juin 2017, la période de collecte des informations a pris fin en décembre 2018. Autre fait qui retient l'attention dans ce sondage, 58% des personnes interrogées souhaitent le retour de l'ancien président Blaise Compaoré pour plusieurs raisons. Contribution à la paix, justice et contribution à la réconciliation nationale. Premier invité donc de ce 7 Info, notre analyse politique, Chaka Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le voit, hein, 4,91 sur 10 pour le président du Faso. Mention faible, hein, c'est une photocopie de la réalité, ça? Oui, je pense que, à la fois à cause donc, des méthodes qui ont été utilisées pour atteindre ces chiffres, que pour le ressenti que nous avons nous-mêmes de cette situation, on peut affirmer que effectivement la note n'est pas très éloignée de la réalité. Même s'il y a par ailleurs un débat sur la note, on a vu le secrétaire permanent du PNDS essayer de relativiser. Et ça, c'est révélateur d'un décalage entre les perceptions de ceux qui sont au gouvernail et ceux qui sont en train de vivre le quotidien. Au niveau de l'État, on a toujours comme élément d'appréciation les indices macroéconomiques, la croissance, le taux d'inflation, le pouvoir d'achat. Voilà. Donc, ces données macroéconomiques, effectivement, on arrive souvent à les voir comme étant assez positifs. Mais dans le réel, et là, il faut plutôt citer le pouvoir d'achat à ce niveau-là, c'est-à-dire que le contact entre le citoyen et la vie courante, qui est la vie chère donc, et là, à ce niveau, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés. Prenons l'évolution dernière, le changement du prix du carburant, qui, comme on le disait, allait susciter une augmentation des prix des différentes denrées de première nécessité. Et cette augmentation est effective aujourd'hui dans les boutiques. Donc, le citoyen, à contact avec cette réalité de la vie chère, ne peut pas avoir la même perception, la même appréciation que ceux qui sont dans les officines administratives et qui tablent uniquement sur des données macroéconomiques. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une note. Et il faut expliquer ici également que les 4,91, c'est un indice de perception. Donc, c'est ce que les populations ressentent qu'elles expriment. Et là, il n'y a pas trop à discuter là-dessus, parce que les choses peuvent être peut-être quantitativement bonnes, mais quelqu'un peut les percevoir négativement. Tout à fait. Voilà, il y a aussi hein, ce taux, hein, c'est 52% aussi du Burkinabé qui souhaitent voir le retour de l'ancien président Blaise Compaoré, 58 justement, qui souhaite voir le retour de l'ancien président Blaise Compaoré pour plusieurs raisons. Hein. Oui. La réconciliation, la paix, mais aussi pour répondre devant la justice. Exactement. Donc c'est là effectivement un des exemples qui fait qu'il y a un décalage entre les perceptions d'une certaine classe politique et celle du Burkinabé courant, qui voit les choses, je pense, de façon beaucoup plus simplifiée. Pour eux, il y avait une situation avant le 30 octobre 2014, il y a une situation après le 30 octobre 2014. Ils font la comparaison de façon linéaire et ils estiment que pour cette raison, peut-être, il vaut mieux peut-être faire revenir le président
Compaoré, ce qui n'est pas la même conception que certains ont au niveau du pouvoir, en particulier ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, qui pourraient le voir comme quelqu'un qui peut déranger. Du point de vue de l'image, sa présence peut déranger. Des groupes de citoyens peuvent en faire un référentiel. Donc ça peut déranger effectivement l'exercice du pouvoir politique, si bien qu'il y a cette controverse autour donc, du retour du président Compaoré. Voilà. L'avis favorable d'extradition de François Compaoré, frère cadet, donc de l'ancien président Blaise Compaoré, principal accusé donc, dans l'affaire Norbert Zongo, une victoire d'étape pour la justice burkinabé. René Bagoro a aussitôt réagi à cette annonce émanant de la Cour d'appel de Paris. Les avocats de l'accusé, eux, se sont pourvus tout de suite en cassation. Il faudra donc attendre encore. L'extradition de François Compaoré pourrait prendre du temps, suivant le ministre de la Justice burkinabé, René Bagoro. C'est tout simplement de dire que cela montre que le dossier monté par la justice burkinabé a été monté avec tout le sérieux nécessaire et que contrairement à ceux qui estimaient que c'était un dossier vide et politique, ce dossier est bel et bien lourd et qu'il a été monté conformément aux règles de droit. C'est une victoire d'étape, mais vous savez qu'il est toujours bon d'être le vainqueur de la victoire d'étape. Parce que nous avions émis un mandat d'arrêt contre M. François Compaoré, c'était lui qui était dans la position défensive. Aujourd'hui, le Burkina a obtenu gain de cause pour la première étape. M. François Compaoré se retrouve maintenant dans la situation de celui qui doit maintenant se battre et nous sommes dans la situation de ceux qui doivent se défendre. Maintenant, effectivement, ces avocats, conformément au test, ont le droit de faire des pourvois, ce qu'ils ont d'ailleurs déjà fait. Et donc, nous allons nous préparer au niveau, avec nos conseils, pour faire face. Parce que maintenant, je retiens, il appartient à M. François Compaoré de développer les arguments qu'il estime nécessaires pour contrecarrer l'arrêt et nous allons attendre pour réagir. Mais nous sommes confiants parce que notre dossier est suffisamment solide. Et quand devenons attendre l'arrivée de François Burkina ? Vous savez, là, nous aurions aimé qu'il soit là tout de suite pour que la procédure puisse connaître une évolution. Mais comme je l'ai dit, il y a des voies de recours. Et il faut se dire que le pourvoi en cassation qu'il fait devant la Cour de cassation, si l'arrêt est confirmé, il faut prendre maintenant un décret pris par le gouvernement français pour maintenant ordonner son extradition. Parce que la décision qui a été rendue, c'est un avis. Parce qu'en matière d'extradition, le politique, donc l'autorité administrative ne peut agir que si la justice l'autorise à le faire. Donc c'est ce processus qui est engagé. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'avis favorable, parce que c'est ça qui va servir de base pour prendre la décision. Donc, si l'arrêt est confirmé devant la Cour de cassation, le gouvernement français prendra maintenant un décret pour autoriser son extradition. Ce décret également peut faire l'objet de recours devant le Conseil d'État. Donc, vous savez qu'en matière d'extradition, les procédures vont généralement de 6 mois à 5 ans. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas donner un délai parce que ce n'est pas nous qui avons le rythme du procès, c'est les juridictions françaises et c'est les parties aussi. Monsieur le ministre, qu'en est-il de la plainte sur M. Zerbo? Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu de plainte. Nous attendons, nous l'avons dit en son temps, nous sommes sereins. Si cette plainte était déposée, nous allons l'analyser et le juge qui a travaillé, qui travaille pour le compte du peuple burkinabé, sera défendu par l'État burkinabé. Mais vous comprenez que si quelqu'un vous reproche d'avoir fait du faux et que sur la base des documents qu'on a envoyés, on rend une décision favorable, je pense que l'intéressé réfléchira certainement avant de déposer une plainte parce que je ne suis pas sûr qu'elle puisse aboutir. Mais dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas connaissance d'une plainte des avocats de François Compaoré. Voilà, toujours les dossiers judiciaires. Des nouvelles du push manqué de septembre 2015. Et cette passe d'armes entre le général Djengere et maître Guy Hervé Kam de la partie civile. Entre accusations du général et contre-attaque de l'avocat, les deux personnes sont livrées à un spectacle amplement commenté sur la toile. Mais que se sont-ils dit exactement? L'audience de ce 5 décembre a été marquée par une altercation entre le général Gilbert Djengere et maître Guy Hervé Kam, un des avocats de la partie civile. À une question de l'avocat, le général a refusé de répondre. La raison, dira-t-il, il n'arrive pas à faire la différence entre maître Guy Hervé Kam, avocat, et M. Guy Hervé Kam, porte-parole du balai citoyen, qui aurait reçu 150 millions de francs CFA sous la transition de la part du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. La question qu'on pourrait se poser sur cet aspect,
c'est de savoir quelle inimitié y a-t-il vraiment entre Maître Guy Wekam et certains accusés, d'autant plus que depuis le début du procès, le général Gilbert Diendéré est le troisième inculpé à lui porter la même accusation. Le plus important pour moi dans ce procès, c'est que l'on sache qui a fait quoi. Ma personne et puis les accusations qui me concernent, franchement, ne me posent aucun souci. Dès que je sors de cette salle d'audience, j'avoue que je les oublie. La réalité est que moi, je dors tout à fait tranquille parce que je sais que sur cette terre, il n'existe personne qui peut donner aucune preuve parce que personne ne peut prouver quelque chose qui n'a pas existé. À la suite de cet incident, le général Gilbert Diendéré a refusé de répondre au reste des questions de Maître Guy Wekam, contrairement à celle de Maître Prosper Farama, un autre avocat des victimes, qui lui est revenu sur les déclarations du général, attendant à dire qu'il n'avait aucune autorité sur les éléments du RSP parce que n'ayant aucune fonction au sein du corps au moment des faits. Pour l'avocat, ce que dit le général est purement dans un cadre théorique, puisque dans les faits, selon lui, le général avait bel et bien une mainmise sur le régiment. Lors du coup d'État, le général Diendéré a ordonné au colonel-major Kéré de signer la déclaration numéro 2 du CND qui faisait de lui un président. Alors que, d'un point de vue fonctionnel, le colonel-major Kéré a le même rang que le chef d'état-major de l'armée de terre. Et le général, lui, n'a aucune fonction. Et lui-même a dit que la fonction prime sur le grade. Donc, partant de ce postulat, c'est plutôt le colonel-major Kéré qui pouvait lui ordonner des choses et lui a exécuté. Mais on voit bien que dans la pratique, sur le terrain, c'est lui qui donnait les ordres et les gens exécutaient. Les avocats du général estiment que jusque-là, l'accusation et la partie civile se basent sur des suppositions et sur des déclarations de co-accusés pour tenter de confondre leurs clients. Ils disent qu'ils attendent plutôt des preuves. Et sur ce point, Maître Degli estime que l'accusation est en souffrance. La suite de l'audition, c'est pour le vendredi 7 décembre prochain. Voilà, c'est Koulibaly pour le procès du Push cette semaine avec ces échanges agredous entre le général Gilbert Diendéré et donc les avocats de la partie civile, on le voit là. Et c'est la troisième fois justement que la même accusation est portée contre l'avocat Maître Guy Wekam. C'est vrai, on n'est pas dans le cadre de l'insurrection, on est dans le cadre du Push, mais ça revient de façon insistante. Oui, effectivement. Moi, je crois que la question de l'argent que Maître Kam aurait touché tend plutôt à porter sa crédibilité en cause, à mettre sa crédibilité en cause par rapport au rôle qu'il est en train de jouer, défendre les parties civiles. C'est plutôt cet aspect qu'il faut voir parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de plainte concernant les sommes qu'il aurait touchées. Peut-être que si le procès de l'insurrection venait à être ouvert, à ce moment-là, il est possible qu'il puisse peut-être répondre de ces questions-là. Mais ceci dit, le fond du problème, c'est d'établir la responsabilité du général Gilbert Diendéré dans la commandite de ce qu'on a considéré comme le Push de 2015. Ce qu'il nie dès le premier jour, en disant qu'il n'a pas commandité, il a plutôt pris acte d'une situation et qu'il a accepté une offre qui lui aurait été faite par ceux qui ont arrêté les dirigeants de la transition à l'époque. Donc le procès, en ce qui concerne le général, porte maintenant sur l'établissement de sa responsabilité. Et là, on peut maintenant dire que, personnellement, je pense qu'il y a une légère insuffisance de la part de l'accusation en termes de preuves matérielles établissant effectivement la responsabilité de tel ou tel, en particulier pour les meurtres qui ont eu lieu pendant ces pushs-là. C'est cet aspect qui est, jusqu'à présent, qui suscite le plus d'émotions et qui amène les gens à vouloir connaître la vérité, surtout que à l'audience, il y a plusieurs membres des familles des victimes qui viennent pour savoir la réalité. Et malheureusement, c'est le domaine où il y a le moins d'éléments concrets permettant d'établir la responsabilité de tel ou tel. Apparemment, le tribunal voudrait procéder par des associations de responsabilités. C'est-à-dire que vous avez opéré une atteinte à la sûreté de l'État. Au cours de cet acte, il y a eu des décès
Donc, vous êtes responsable directement. Donc, la responsabilité, elle est Voilà. individuelle. Alors que la responsabilité, non seulement est individuelle, mais elle doit être directe. Parce que les faits ayant été commis en foule, il faut arriver maintenant à prouver qui a que tel tué. individu a posé tel acte. Et là, il aurait fallu faire des autopsies. C'est même aussi Voilà. la même situation que pendant l'insurrection. Exactement, c'est le même cas. Voilà. Vous allez le voir sur ces images. Cette semaine encore, il y a eu cette affaire. Safiatou Zongo Lopez. Éviter le pire à cette dame, l'activiste incarcérée depuis plus de 3 mois maintenant, ne va pas bien. Des voix s'élèvent depuis quelque temps pour réclamer sa libération. Le collectif Dignité et Liberté pour Safiatou Lopez a fait une sortie cette semaine. Siaka Koulibaly, là encore, c'est une autre affaire. Voilà plus de 3 mois maintenant donc que Lopez est incarcérée et elle ne va pas bien. Vous faites partie de ce collectif-là. Oui, effectivement. Nous avons interpellé la justice burkinabé sur la situation de Safiatou Lopez Zongo pour 2 aspects essentiels. Le fait que le dossier, du point de vue de l'instruction, n'évolue pas, et ensuite le cas de sa santé qui périclite et qui amène donc aujourd'hui à être interné dans une clinique de la place pour subir donc des soins intensifs. Et là, on s'est dit que s'il n'y a pas réellement d'éléments concrets issus de l'instruction, parce que même les confrontations qui auraient dû être faites entre elle et les autres personnes qui sont arrêtées, je crois qu'elles sont au nombre de 4 personnes en tout, aucune confrontation n'a encore été faite. Et là, ça mène à se demander, est-ce qu'il y avait des éléments sérieux, comme on aurait pu le penser en regardant la façon dont l'arrestation avait eu lieu, qui tendait à démontrer que c'était une personne vraiment dangereuse ou qui était à une posture proche d'une action qui pouvait porter atteinte donc, à l'État burkinabé. Et jusque-là, on n'a pas vraiment d'éléments concrets. Les avocats sont tous les jours en train de suivre le dossier pour savoir qu'est-ce qui est réellement reproché. Jusque-là, il n'en est pas question. Ensuite, les demandes de liberté provisoire ont également été rejetées pour des motifs qui nous semblent assez légers, à savoir pour sa propre sécurité et aussi pour empêcher la subornation des témoins. Bon, on estime que s'il y a des témoins qui pourraient être subornés par Safiatou Lopez, cela signifie que la justice n'a pas suffisamment mis la main sur ces témoins ou suffisamment approfondi l'instruction pour empêcher la subornation. Si quelqu'un dépose déjà devant le juge d'instruction, la subornation des témoins, à mon avis, est assez difficile à ce moment-là. Toujours est-il que nous considérons que les charges sont assez faibles et que dans son cas, on peut l'astreindre à peut-être une interdiction de se déplacer hors du territoire, tout en poursuivant l'instruction. Elle devrait pouvoir recouvrer sa liberté pour sa santé surtout. Voilà. La santé aussi peut être un problème parce que si d'aventure les médecins arrivaient à demander qu'elle soit évacuée, ça va poser un problème parce que l'aspect judiciaire n'avançant pas, et comment est-ce que le juge va prendre une décision la concernant? C'est toute la difficulté sur ces dossiers-là. On a vu, c'est le même scénario, visiblement qui se dessine, comme le cas du colonel Auguste Denis Barry. Malheureusement, on pense que c'est la même trajectoire, parce que dans le cas d'Auguste Denis Barry également, on avait été obligé de rester dans l'expectative en disant, bon, on ne peut quand même pas arrêter quelqu'un sans des preuves matérielles ou sans raison valable. Donc on a dit, bon, dans le cas du colonel, comme c'est un militaire, c'est fort possible qu'il y ait des éléments contre lui. On a attendu pendant longtemps. Ces éléments n'ont pas été démontrés, notamment aux journalistes. Et puis, par fini, le colonel a été mis en liberté. Et dans le cas de Safiatou, je dois signaler quelque chose d'important, c'est qu'on n'autorise pas les journalistes à lui rendre visite. Ce qui les oblige à écouter ce que le collectif dit concernant, par exemple, sa santé. Or, si on avait permis aux journalistes de rendre visite, cela leur aurait permis d'approfondir leur connaissance du dossier de Safiatou Lopez Zongo. Mais aucun journaliste n'a la possibilité d'accéder à la dame aujourd'hui. C'est vrai que ça communique peu justement sur l'évolution aussi du dossier. La suite de cette info, le coup de sang du président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la foire de l'indépendance, il est très amer. Amer contre les membres du gouvernement et des autorités administratives régionales qui n'étaient pas présents à la cérémonie pour Bala Alassane Sakandé. Il s'agit là d'un boycott tout simplement et c'est inadmissible.
Derrière ses lunettes noires, la colère gronde. Et quand il prend la parole, elle éclate. On m'a demandé d'être le parrain de cette cérémonie. Je n'ai pas demandé à être parrain de quoi que ce soit. Mais j'estime que si c'est une activité qui se passe dans le cadre du 11 décembre, il est tout à fait normal que les autorités soient à cette cérémonie au lieu d'aller se retrouver dans une histoire d'inauguration d'hôtel. Les autorités politiques et administratives dont parle le président de l'Assemblée nationale, les voici, ici. Le gouverneur de la région du Centre-Sud, le ministre d'État, celui de l'administration territoriale et celui de la Défense, mais aussi le maire et le président du conseil régional. Tous présents à l'inauguration de l'hôtel Ramada du richissime homme d'affaires surnommé Hamidou Karo, à la même heure que celle de la cérémonie d'ouverture de la foire du 11 décembre. Je ne suis pas contre un opérateur économique pour quoi que ce soit. Mais il y a combien de Burkinabés, il y a combien de Mangalais qui peuvent dormir dans cet hôtel-là, dans cet hôtel? Venez ici, là où les Mangalais peuvent avoir à manger, peuvent avoir de quoi prendre en charge leurs choses. Ils finiront par venir, mais avec un peu plus d'une heure de retard. Pas tous d'ailleurs. Bala Alassane Sakandé ne cache pas son agacement durant toute la cérémonie. Son argument en quelque sorte est qu'il ne faut pas opposer une activité officielle du 11 décembre à une activité privée. Si c'est le cas, que la foire fait partie des activités commémoratrices de ce 11 décembre à Manga, j'estime que cette cérémonie a été boycottée. S'il y a un problème, qu'on le dise clairement. Le problème peut-être, c'est que dans un peu plus de 2 ans, ça sera la campagne électorale pour la présidentielle de 2020 et qu'il va falloir, en ce moment-là, lever des fonds. Seka Coulibaly, là, il était vraiment très fâché. Là, c'est à l'interne, est-ce que c'est une guerre ouverte là, en face, Simon Compaoré? Surtout, on parle déjà de la gestion du parti. Oui, je pense que vu comme ça, il est assez difficile de délimiter le problème qui s'est posé. Parce qu'on a l'impression qu'il y a eu des difficultés de protocole donc, ou de planification de ces activités-là. N'eût été l'intervention de Bala Sakandé, peut-être que nous n'aurions pas pris cela comme un problème. Maintenant, lui, de par sa position, peut percevoir cette situation qui a prévalu comme une action politique qui est une conséquence que lui connaît. C'est vrai qu'il n'est pas allé en profondeur. Pourquoi est-ce que les autorités présentes à Manga sont allées de l'autre côté à l'inauguration de l'hôtel et pas à la cérémonie où lui il était? Il estime qu'en tant qu'un représentant des institutions, les autres autorités devraient être autour de lui pour renforcer donc la qualité de l'inauguration. Mais il faut attendre encore la suite pour voir quels sont les vrais dessous de cette affaire-là, qui sont certainement internes au parti au pouvoir. C'est étonnant quand même. Alors on attendra de voir. Merci Seka Coulibaly d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci. La suite donc avec l'éducation, le retour des vieux démons au département de l'éducation nationale. La CNSE, la coordination des syndicats de l'éducation, était face à la presse cette semaine. Elle dénonce le manque de volonté du gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis des acteurs de l'éducation. On se souvient, les deux parties avaient accordé le violon le 27 janvier dernier sur une plateforme à même d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de l'éducation. La mise en œuvre des accords piétine selon la coordination qui affiche son impatience. Elle a décidé de la suspension des évaluations. Plus d'évaluation dans les écoles primaires et les établissements d'enseignement secondaire à partir de ce 3 décembre à 24 heures. C'est la décision prise par la CNSE, la coordination nationale des syndicats de l'éducation, à l'issue d'une évaluation de son protocole d'accord signé avec le gouvernement le 27 janvier dernier. Selon la CNSE, certains engagements de ce protocole ont été respectés, cependant beaucoup reste à faire. Le premier des engagements qui porte sur l'adoption d'un statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche indiquait, je cite, « En attendant l'aboutissement du processus, le gouvernement s'engage à octroyer une bonification d'un échelon à tout le personnel du MENA à compter du 1er janvier 2018 avec constatation de l'effet financier
à partir du 30 septembre 2018. Créer les emplois des administrateurs d'établissement et des personnels de laboratoire dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature du protocole. Fin des citations. À la date d'aujourd'hui, aucun de ces engagements n'est mis en œuvre. Le gouvernement affirme d'ailleurs qu'il n'y a pas de base légale pour octroyer la bonification d'échelons aux personnels de l'éducation et de la recherche. Et concernant les deuxième et troisième points de la plateforme portant respectivement sur l'amélioration de l'accès à l'éducation et l'amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif, les lignes n'ont également pas bougé selon la CNSE. En effet, le guide pédagogique qui constitue un intrant capital pour l'implémentation de la qualité de l'éducation n'est pas toujours une réalité. Plus de 2 mois après la rentrée scolaire 2018-2019. Toujours dans cette rubrique, le respect des effectifs dans les classes demeure un serpent de mer. Ils sont nombreux les établissements où les effectifs ont franchi la barre de 100 élèves par classe, même à Ouagadougou à cette rentrée. Quant à la réalisation des infrastructures scolaires, il est désolant de constater que le peu d'infrastructures réalisées est de mauvaise qualité, s'effondrant à la moindre intempérie, alors que les hangars de fortune restent stoïquement debout au-dessus de leurs ruines. L'autre engagement pris par le gouvernement, c'était de permettre au personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'acquérir des ordinateurs à des coûts réduits, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019. Mais jusque-là, aucune avancée, note la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Le problème de l'éducation, justement, on en parle avec nos prochains invités. Koudougou Robert Kaboré, le secrétaire général du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Et sur ce plateau également, Seydou Kompaoré, vous êtes le secrétaire général provincial de la section du Kadiogo du SINAFEB. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Visiblement, vous avez un autre problème. Ce n'est pas la même chose, le même problème que celui de la coordination. Effectivement, notre problème, c'est sur la loi 81. Parce que la question de la loi 81 touche toute la fonction publique. Tous les agents de la fonction publique, où à partir de la relecture de la loi 13, alors les agents contractuels, en son temps, recrutés depuis 1999, devaient être titularisés parce que l'article 1er de la loi 81 dit que le présent statut général s'applique aux fonctionnaires d'État. Et elle indique, c'est-à-dire cette loi-là, indique qui est fonctionnaire d'État. Elle dit, est fonctionnaire d'État toute personne qui, nommée à un emploi permanent des administrations centrales ou déconcentrées de l'État ou des institutions publiques de l'État, dont le personnel est régi par la présente loi, a été titularisé dans l'emploi, dans le dit emploi après une période de salaire probatoire d'au moins une année. Et il y a une disposition transitoire qui permet maintenant le reversement. Alors, mais il se trouve que dans notre fonction publique, nous n'avons plus de vrais juristes. Alors, soit nous avons des juristes corrompus ou des juristes qui sont acquis à faire autre chose. Concrètement, c'est quoi votre problème? Vous êtes des contractuels? Nous sommes des contractuels recrutés depuis 1999. Donc, et tous les contractuels de la fonction publique recrutés de 1999, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la loi 81, doivent être titularisés. Donc, on n'a pas dit qu'est fonctionnaire celui qui est reversé, puisque le reversement considère la question de la grille salariale. Mais en passant, il faudrait d'abord que cette loi-là soit épurée avant d'aller à des statuts particuliers au niveau de la fonction publique. Et ce qui fait que, du fait que cette loi n'est pas épuisée, alors le gouvernement burkinabé doit à tous les travailleurs de la fonction publique des arriérés. On peut se dire, puisqu'il y a les avancements de classe pour les fonctionnaires, donc ces avancements n'ont pas été faits, et il y a les primes de rendement pour les contractuels, cela aussi n'a pas été payé. Et ça coûte des centaines de milliards. Et
au lieu de négocier à gérer cette situation, on crée des situations de tout azimut à embrouiller les gens et on jette encore les travailleurs en pâture à la population. Monsieur Compaoré, c'est quoi exactement votre problème aujourd'hui? Notre problème, effectivement, se situe au niveau de la loi 081. Présentement, nous naviguons dans le vide. Nous ne sommes ni contractuels, ni fonctionnaires. Parce qu'on n'a même pas d'acte qui prouve que nous existons présentement. Et dans cette situation, nous voyons aussi nos avantages lésés. Par exemple, le reversement, ils ont fait des suppositions. Que de supposer effectivement qu'il y avait une indemnité de résidence dans le salaire de base des contractuels. Et ils ont soutiré, faire sortir. C'est des mensonges. Hein? Depuis quand vous avez vu un salaire de base se fracturer pour créer une indemnité? C'est là tout le problème. Donc maintenant, nous leur disons de tout faire pour établir cela, parce que ce n'est pas normal. Si effectivement il y a des lois qui sont élaborées, qu'on les applique comme il se doit. Mais malheureusement, les lois sont sous les tiroirs, ils ne veulent pas les appliquer pour que effectivement les fonctionnaires, les agents de la fonction publique aient leurs droits les plus absolus. Vous êtes combien dans cette situation aujourd'hui? Et nous valons plus de 80 000 agents qui sont dans ces problèmes. Mais malheureusement, beaucoup ne connaissent pas, ils ne maîtrisent même pas leur carrière. Ils sont là, ils attendent seulement à la fin du mois pour savoir de quoi il s'agit. Alors que notre salaire de base, c'est notre salaire de retraite. Donc, on nous diminue le salaire de retraite pour maintenant en faire une indemnité. C'est injuste. Est-ce que ça veut dire qu'avec la loi 81, vos salaires ont diminué? Mais bien sûr qu'à la retraite, on va sentir, puisqu'il y a un échelon, qu'ils ont diminué politiquement, ils l'ont soutiré, et puis dire, voilà, une indemnité de résidence. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. La loi ne reconnaît pas cela. C'est eux qui ont fait, c'est les représentants de l'administration qui ont fait ça comme ils veulent, parce qu'effectivement, ils se disent qu'ils sont des hommes forts. Donc, Monsieur Compaoré, qu'attendez-vous aujourd'hui concrètement de votre ministère ou du gouvernement de façon générale? Alors, à l'heure actuelle, notre ministère, quand on a approché le MENA, l'actuel ministre, M. Ouattara, s'il était sur le plateau, on allait encore mieux nous sentir. Alors, il dit qu'il est incompétent pour traiter de la question. Et le ministre de la fonction publique, quant à lui, menace de ne plus venir vers lui pour parler de cette question. Alors qu'on ne peut pas être, nous lui avons demandé de nous donner, puisque la titularisation est censée être sanctionnée par un acte. C'est comme si on dit, monsieur, oh bien, vous êtes marié. Vous êtes allé au village faire vos PPS, etc. Bon, vous faites des enfants avec votre femme, mais juridiquement, devant l'administration, vous n'êtes pas juridiquement marié. Donc, actuellement, tous les agents contractuels recrutés depuis ce temps-là ne sont pas régis par la loi. Et par là, je profite à attirer l'attention de monsieur le ministre quant à sa mise en garde par rapport à la lutte que la coordination mène pour dire que actuellement le MENA ne peut pas administrer, même la fonction publique ne peut pas administrer les agents contractuels recrutés depuis 1999 parce qu'on refuse de les titulariser. Une fois qu'ils ne sont pas titularisés, ils ne sont pas régis par la loi 81. Ils ne sont pas aussi régis par la loi 13. Par conséquent, c'est un vide juridique et nous avons même écrit à la représentation nationale, à savoir l'Assemblée nationale, et nous attendons de voir cette représentation nationale, si effectivement c'est une représentation du peuple ou bien c'est une représentation de partis politiques. Et c'est à cela que nous attendons. Et pour dire également que notre cabinet d'avocats que nous avons saisi est sur le dossier et nous allons aller jusqu'au bout. Et du coup, vous êtes dans l'incertitude totale, dans une situation, un statut hybride, hein, vous ne comprenez pas? Effectivement, c'est dans l'incertitude totale, parce que effectivement, ces représentants de l'administration ne veulent même pas qu'on parle. Jusqu'à même une menace même que depuis le reversement, ils ont constaté effectivement nos multiples correspondances que de faire des demandes pour une sortie définitive de la fonction. Est-ce que ça, c'est à dire à un agent? Voilà des questions comme ça. Bon, on était là, on se disait, où allons-nous avec cette administration? Où allons-nous avec ces représentants qui sont censés effectivement suivre la loi comme il se doit et puis l'appliquer comme il se doit?
Voilà. Alors, donc, pour terminer, vous êtes dans une situation où c'est votre retraite qui est menacée, c'est votre carrière qui est en pointillé, vous ne comprenez pas trop votre situation. La coordination a engagé une lutte quelque part, vous êtes concerné parce qu'on parle aussi de la loi 81. Bon, la coordination dans son protocole d'accord, alors avec le gouvernement, le point 21, alors les deux parties ont convenu que ce point n'a pas été discuté. Alors, on a besoin d'un statut valorisant. Et tout statut, c'est l'article 13 de la loi 81 qui le dit, alors tout statut particulier dérive du statut général. Et actuellement, tous les agents contractuels depuis longtemps ne sont pas régis par le statut général. Par conséquent, nous disons que les menaces de M. le ministre ne peuvent pas prospérer et nous demandons à la coordination d'ouvrir pour que tout le monde, puisque le MENA a 23 syndicats. Et quand c'est 23 syndicats, il y a des sensibilités qui sont choses. Donc, depuis longtemps, ça pose problème. Il faut prendre en compte les préoccupations de tout le monde et nous invitons tous les contractuels des autres ministères d'ouvrir l'œil, de ne pas dormir. Sinon, la retraite sera fatale. Et c'est parce que c'est ce régime qui est là. Un autre régime qui vient, on dit que vous n'êtes pas de la fonction publique, vous faites comment? Donc sur ça, nous demandons à ce que cette situation-là soit réglée en nous payant. Voilà M. Comporé qui est là et qui fait partie pratiquement des tout premiers contractuels. Si la loi 81 est réglée, l'État ne lui doit pas moins de 6 millions. On ne peut pas laisser 6 millions et aller, en tout cas, s'époumoner pour autre chose. D'accord. Il faut terminer avec la loi 81 et la loi 81 va permettre de gérer les autres statuts qu'on demande et on aura fini avec les crises au niveau de la fonction publique et de l'administration d'une manière générale. Merci. Merci à vous d'être passé dans le 7 Info ce soir. Koudougou Robert Kaboré, vous êtes le secrétaire général du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Sinafeb. Saïdou Compaoré, secrétaire général provincial de la section du Kadiogo, donc du Sinafeb. Vous êtes donc des fonctionnaires contractuels au niveau donc, de l'éducation de base. Vous avez une situation particulière. En tout cas, on espère que les choses vont s'arranger d'ici là. Merci encore une fois. C'est nous qui vous remercions et on aurait souhaité avoir les ministres concernés pour qu'on discute. On espère avoir d'autres occasions de créer un plateau de débat sur le sujet justement. Merci, vous restez avec nous. La suite de cette info, nous parlons là de culture, mais aussi d'intégration entre les peuples. Rendez-vous à Touba, rendez-vous des peuples du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina. C'est le festival du partage par excellence. Son promoteur est notre dernier invité, Servas Maryse Dabou. Bonsoir. Bonsoir, M. Guy. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir associé à ce plateau. Rendez-vous à Touba. La prochaine édition, c'est pour bientôt, la semaine qui arrive. Le rendez-vous de Touba de 2018, 5e édition déjà, démarre donc le mercredi 12 décembre et va connaître son apothéose le 15 décembre 2018. Avec le thème culture et cohésion sociale. Cette édition est placée donc sous le parrainage de son Excellence M. Paul-Robert Tiendre-Beogo, ministre de l'Interaction africaine et des Burkinabés de l'extérieur, et la présidence de M. Abdoul Karim Sango, ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Et donc nous aurons comme invités d'honneur Touba Côte d'Ivoire et Touba Mali. Parce qu'il y a Touba Côte d'Ivoire, il y a Touba Mali. Il y a même plus que ça. Et il y a Touba en Guinée-Conakry, il y a Touba Sénégal. C'est extraordinaire ça. Et il y a Touba Burkina. Donc ça fait déjà ces 5 Touba en Afrique de l'Ouest qui peuvent déjà fédérer leurs énergies et montrer à la face du monde que l'on peut parler le même langage en faisant ressortir ce que nous avons de commun. C'est ça l'intégration, c'est ça des valeurs partagées. C'est ça l'intégration des communautés à la base. Et c'est une vraie fête, hein, les rendez-vous à Touba, c'est véritablement une vraie fête des communautés. Oui. C'est beaucoup de partage hein, en termes de valeurs culturelles, mais c'est aussi des écoles de vie. En tout cas, ça fait la 5e fois de façon consécutive que nous avons réussi à faire ce partage, à créer ce cadre donc, de rassemblement, un cadre d'expression de l'intégration des communautés à la base, mais qui utilisent la culture et le sport comme éléments fêtiers. Parce que nous estimons que les gouvernants ont imaginé l'intégration au sommet.
nous leur demandons de revoir l'intégration à la base. Revenez à la communauté à la base. Si les communautés à la base arrivent à se mettre ensemble et décident quelque chose du point de vue de l'intégration des peuples, ça ne peut pas échouer. C'est d'ailleurs ce que prône l'UEMOA, la CEDEAO. C'est ça. Et c'est ce que recommande justement l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine. Et nous sommes dans ce registre. Donc nous estimons que l'intégration des communautés africaines est en tout cas à la base du développement réel de ces mêmes communautés-là. Parce que vous ne pouvez pas penser le développement d'une communauté sans tenir compte des aspirations de cette communauté. Et les meilleures personnes qui sont susceptibles de donner, en tout cas, le ton de leurs propres aspirations, ce sont les communautés elles-mêmes et à la base. Et dans ce contexte d'insécurité, de terrorisme, là, on parle aussi de l'apport des communautés, des populations. Ça, c'est assez essentiel, hein, ce rendez-vous-là. Absolument, M. Guibré. Parce que ce sont des populations qui partagent des frontières. Justement, beaucoup de gens m'interpellent en me disant, mais bon, écoute, toi, ton affaire, là, mais c'est à la frontière. Je dis, oui, mais mes parents y vivent. Moi, j'y vais toutes les 2 semaines. Je suis là-bas, je vis avec eux, nous vivons ensemble. Mais vous pensez que nous devons abandonner notre territoire aux terroristes parce qu'ils nous terrorisent? Non, non et non. Nous devons faire en sorte que la cohésion qui règne entre nous là, si 2 peuples, 3 communautés, 4 communautés montrent qu'elles se comprennent et qu'elles parlent le même langage et qu'elles ont les mêmes objectifs, je pense que déjà ça interpelle même les terroristes. Vous savez que même le diable a des amis et qu'ils l'écoutent. Donc si nous montrons aux gens à la face du monde que à la zone transfrontalière, nous sommes de la zone transfrontalière du Mali, et si nous montrons que Touba Mali, Touba Burkina, Touba Sénégal, Touba Côte d'Ivoire, Touba Guinée-Conakry, ce sont en tout cas des gens qui ont une même histoire, des peuples qui combattent les mêmes ennemis. Ça, je crois que c'est un message fort. Et c'est ce que nous essayons de traduire à travers donc ce rendez-vous de Touba. Je vous raconte une anecdote. Les communautés de Touba Mali et les communautés de Touba Burkina, quand elles s'expriment, vous ne savez pas qui vient de Touba Mali et qui vient de Touba Burkina. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune différence dialectale, aucune différence phonologique ni phonétique. Ça veut dire quoi? Que c'est le blanc qui est venu, il a donc créé sa zone rouge ou verte, ou bleue. Ça dépend de la couleur qu'il donne. En tout cas, il a créé des frontières, il a créé des traverses pour des gens qui étaient ensemble. Alors vous êtes au milieu, vous êtes du moins séparés par une traverse. C'est à vous de savoir que la traverse n'est qu'imaginaire. Mais tant que vous ne savez pas ça, vous allez rester là à faire exactement ce que le commanditaire de la traverse vous dit de faire. Et vous allez vous combattre, vous allez vous déchirer. Lui, il est là et il observe. C'est un beau spectacle qu'il a en face de lui. Et c'est malheureusement ce qui est donné à voir en Afrique. Donc nous estimons que le rendez-vous de Touba peut être un creuset donc, pour montrer à la face du monde que lorsque 2 communautés, 3 communautés, 4 communautés montrent que on est ensemble, ça doit donner une leçon de vie. Je ne vais pas prendre des exemples qui ne sont pas peut-être non laïques, enfin laïques je veux dire, parce que dans la Bible, parce que je suis fils de catéchiste, j'aime à le dire, on dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est Jésus qui le dit. Je suis désolé pour les autres confessions, et d'ailleurs je vais venir à eux. Je suis au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Que le dialogue interculturel et interreligieux, il est très important dans la vie de nos communautés actuelles. Et ça, c'est ce que nous prenons. Lorsque effectivement Touba Mali, Touba Côte d'Ivoire, Touba Sénégal, Touba Guinée-Conakry, Touba Burkina se retrouvent, mais c'est qui se retrouve? C'est le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal, c'est le Mali, et c'est la Guinée qui se retrouve. Mais déjà, cette convergence d'idées, c'est ça qui donne le ton aux autres communautés pour dire, écoutez, on peut faire le développement entre nous ici. On n'a pas besoin de recevoir des leçons d'ailleurs.
allons-y avec ce que nous avons. Les rudiments que Dieu nous a donnés et que la nature nous a donnés, d'ailleurs que les ancêtres nous ont légués. Il faudrait que nous sachions comment les utiliser, comment également faire des fondements pour ceux qui sont derrière nous. Parce que ce que nous faisons, en fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour les générations qui sont derrière nous. En tout cas, c'est un bel exemple d'unité des peuples. On le voit sur ces images-là. C'est la fête au village. Hein. Mais je ne vous le raconte pas, parce que je souhaite que les gens partent, qu'ils bravent cette peur. C'est une peur normale, c'est une peur légitime. Mais il faut aussi que nous acceptions de braver cette peur. Il faut qu'on accepte de braver cette peur pour que Dieu même nous aide. On dit que si tu veux qu'on te lave le dos, au moins essaie de laver ta figure. Tout à fait. Donc essayons d'aller, montrons à la face du monde que non, c'est une zone, c'est pas une zone de non-droit, c'est pas une zone de non-lieu, c'est une zone qui est viable et où des gens habitent. Vous les voyez, ça là. Mais je ne peux pas raconter ce qui s'est passé ce jour. Il n'y a que ceux qui étaient là qui peuvent vous conter ce qui s'est passé ce jour. Et donc, du mercredi 12 au samedi 15 décembre, moi j'invite, en tout cas l'association Le Rendez-vous de Touba invite les bonnes personnes, toutes les personnes qui sont intéressées, qui sont mordues de culture et qui sont éprises donc de nos traditions et des valeurs réelles, de se rendre à Touba. C'est dans la Kossi, c'est derrière Nouna, c'est derrière Gibasso. La distance n'est pas un problème. J'ai l'habitude de dire aux gens, et si on avait ne serait-ce que accordé le minimum d'importance à certaines valeurs de nos ancêtres, on n'en serait pas même à cet incivisme criard aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Nous, on est assis ici. Moi, ce sont mes aînés, je dois les respecter. Mais si maintenant, c'est moi qui me dis, bon, monsieur Compaoré, bon, je m'en fous. Et je dis non, je l'insulte même en public. C'est pour dire quoi? Qu'on a des valeurs ancestrales que nous ne savons plus prendre comme des exemples. Tout à fait. Et c'est ça, le Rendez-vous de Touba espère. En tout cas, nous espérons que les gens vont nous prendre comme un exemple. Un exemple donc de promotion des valeurs socio-culturelles pour effectivement faire en sorte que l'intégration que nous promouvons soit une réalité et que la paix que nous souhaitons soit effective. Et je sais que les Ivoiriens, j'espère qu'ils nous suivent, eux ils sont en train de se préparer depuis des semaines. Et le chef suprême de la région du Bafing, c'est-à-dire que la région du Bafing est la région dont le chef-lieu est Touba, Côte d'Ivoire. Et là-bas, vous connaissez l'organisation des chefs traditionnels et des rois de Côte d'Ivoire. Il y a la Chambre nationale et il y a les représentants régionaux. Donc, le chef suprême du Bafing, c'est le chef qui représente la région du Bafing dans la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui veut conduire lui-même la délégation de Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, ça veut dire que nous-mêmes, on ne croit pas à notre affaire ici. Et ce sont les autres qui pensent que notre affaire-là est sérieuse. Le rendez-vous de Touba, c'est un rendez-vous sérieux. C'est un rendez-vous sérieux. Sérieux. Et je souhaite vraiment que les gens prennent ça au sérieux. Que ce soit ma personne ou que ce soit quelqu'un d'autre, que les gens prennent l'intégration des communautés à la base au sérieux. C'est tout ce que nous souhaitons. Qu'on ne lie pas le rendez-vous de Touba à la seule personne ou à la petite personne de Servas Maris Dabou. C'est une activité sérieuse. C'est un journaliste qui s'intéresse aux questions d'intégration, qui oui, essaie de se battre pour cela, mais derrière, comme on l'a dit, c'est peut-être par là aussi que l'unité africaine viendra, c'est important. En tout cas, nous y croyons, et c'est pourquoi je dis il ne faut négliger aucune action en la matière. Et même les gouvernants, je suis peut-être très mal placé pour leur parler, mais je peux aussi dire que je suis bien placé pour leur parler, parce que je suis journaliste, vous l'avez dit. Donc, ce que je peux leur dire aussi, c'est vraiment de ne négliger aucune action. Parce que les gens se disent, bon, ben, écoute, lui là, vraiment, c'est lui seul qui croit en son affaire. Mais s'il n'y a pas eu de rêve, la tour Eiffel, là, je crois que c'est Geoffroy Eiffel qui a rêvé à ça. Gustave Eiffel. Mais il est décédé comment? Aujourd'hui, là, est-ce qu'on parle de Paris sans la cour Eiffel? Mais il n'est plus. Donc, je crois que nous devons croire à nos propres rêves. Pour que les gens aussi croient en nous. Parce qu'on ne se croit pas entre nous. Donc, qui va nous croire?
Il faut y croire, d'autant plus qu'il y a bien d'autres enjeux au-delà de la culture. Comme on l'a dit, c'est aujourd'hui des questions de sécurité et faire en sorte qu'aujourd'hui, si on veut la contribution de ces communautés au niveau des frontières, c'est important que les peuples se retrouvent. Mais pour les questions de communauté, de sécurité, je peux vous dire que, en tout cas, le président de la commission sécurité du rendez-vous de Touba est le chef de poste de police frontalière de Madouba. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Djibasso est impliqué. Je ne voudrais pas les exposer, mais c'est pour dire aux gens que les gens sont en veille. Nous sommes en veille et les communautés aussi, à la base, sont en veille. Donc, c'est ça qui est important. Il faut que les communautés contribuent à travers le renseignement. Quand vous voyez un étranger bizarre chez vous, s'il vous plaît, dites à la police, à la gendarmerie, nous avons un étranger bizarre. La police et la gendarmerie sauront quoi faire. Mais tant que nous ne faisons pas ça, ils viendront, ils vont nous assaillir et ils vont nous taper. Merci. Que Dieu nous en garde. Merci, Servas Maryse Dabou, promoteur donc du festival Rendez-vous de Touba. Ça démarre déjà mercredi. Avec des activités donc, culturelles, sportives. Il y a la course cycliste qui est dédiée uniquement aux femmes. Depuis la première édition, la course cycliste est uniquement féminine. Il y a la course des ânes, il y a la lutte traditionnelle et il y a la coupe de l'intégration de Touba qui est du football. Il y a le football féminin, il y a le football des écoles primaires. Et il y a la coupe nationale, la coupe internationale donc, de Touba, la coupe de l'intégration de Touba, qui va être jouée donc, le samedi 15. Et avant ça, donc, le samedi à la matinée, il y a la finale des activités culturelles. Et c'est des démonstrations de danse traditionnelles, bois, dafi, et de Maouka, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso. Merci. En tout cas, rendez-vous donc à Touba à partir de mercredi prochain. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.